réponse finale des syndicats à l'offre du gouvernement Bouchard, c'est non. Le plus gros contrat jamais signé avec la Chine, 4 milliards de Candu. Libération conditionnelle, la sécurité du public menacée, conclut le vérificateur général. Et au point, est-ce que des ex-Felkis doivent être nommés à des postes importants? Le téléjournal, avec Bernard de Rome. Bonsoir, mesdames et messieurs. L'affrontement qu'on craignait entre le gouvernement Bouchard et les syndicats du secteur public est en train de se concrétiser. Les syndicats ne négocieront pas sur la base de l'offre du gouvernement qui veut puiser dans les surplus de la caisse de retraite de ses employés. Ça veut dire ça que Québec ou bien va devoir trouver autre chose pour les ramener à la table ou encore préparer sa réplique au mouvement de grève générale qui est déjà en préparation. Alors ce soir, Patrice Roy explique la rupture d'aujourd'hui. À peine sorti d'un congrès houleux, Lucien Bouchard, chahuté en soirée par le syndicat des infirmières, a bien vu que les négociations dans le secteur public seraient une autre épreuve. On parlera pas comme ça dehors, là. Mais vous attendiez pas ce qu'il y a Un instant, là. Nous avons une proposition qui est sur la table. Il n'y a personne qui est venu à discuter. C'est pas comme ça qu'on va dialoguer, là. Mais un dialogue qui est pour l'instant rompu. C'est qu'après quelques rencontres techniques entre les actuaires des syndicats et du gouvernement, la réponse syndicale est maintenant unanime et définitive. Nous n'irons pas nous asseoir avec le gouvernement pour parler de sa proposition. Elle est finie, cette proposition. Elle est morte. Nous en avons disposé. Non seulement on demande au gouvernement le retrait immédiat de sa proposition de réduction obligatoire de la semaine de travail, compensée par une baisse de cotisation de la caisse de retraite, mais on est même prêt à aller en grève illégale. Mais nous leur recommandons formellement d'envisager le recours à des débrayages. Un mouvement de grève qui pourrait toucher le secteur de la santé, l'éducation et les fonctionnaires. 450 000 personnes en colère. Et nous dit-on, pour très bientôt. Ça semble bien que c'est en décembre que les choses se passent, alors elles se passeront en décembre aussi quand on parle de débrayage. À Québec, on a été sonné par cette réaction syndicale, d'autant plus que le gouvernement croyait avoir présenté la meilleure offre possible. Ça nous apparaissait une bonne façon d'éviter les effets d'une réduction de salaire. Alors, voulant éviter un affrontement qui serait politiquement très coûteux au gouvernement et au Parti québécois, l'invitation à négocier se fait plus pressante. On n'a jamais dit que ce qui était sur la table était fixé à jamais. On a toujours dit qu'on voulait parler. Alors, on va parler. Un malaise que n'a pas su cacher Monique Simard, députée et ancienne vice-présidente à la CSN. Dans le cadre des négociations, il ne faut jamais se dire qu'on est fermé. Il faut toujours démontrer de l'ouverture. Alors, je pense qu'à ce stade-ci, des deux côtés, c'est toujours ce qu'il faut manifester. La crise actuelle va beaucoup plus loin que le simple rejet de la proposition gouvernementale. Du côté des syndicats, on n'a plus du tout confiance au gouvernement. On ne veut plus faire les frais de la lutte au déficit. On ne veut plus sacrifier un seul emploi. Le problème, c'est que le gouvernement doit toujours aller chercher, dans les salaires des employés, 1,5 milliard. Patrice Roy, à Québec. Oui, ce fameux moment de réflexion de M. Bouchard qu'il s'est accordé samedi soir et qui a finalement reviré le congrès du Parti québécois, ça continue d'intriguer. Le premier ministre a-t-il eu l'intention de démissionner ou était-ce simplement un effet de stratégie pour reprendre le contrôle du congrès? M. Bouchard s'en est expliqué pour la première fois devant la presse. Quelques observations de Michel Cormier. Bonjour. 3 jours après sa désormais célèbre éclipse du Congrès, Lucien Bouchard s'étonne qu'on ait pu penser qu'il quitte son poste après la gifle du vote de confiance. Pas parti pour ne pas revenir, là. Parti pour aller réfléchir le soir. Il n'y avait pas de délibération le soir. Et il me paraissait que le lendemain, par exemple, il fallait que je sois présent au grand débat. Ça, les militants auraient sans doute voulu le savoir samedi soir, au moment où ils parlaient déjà de leur chef au passé. Monsieur Bouchard avait le charisme pour le faire. Il l'a encore. Je souhaite qu'il ne changera pas l'opinion. Impression que les proches de Lucien Bouchard, dépêchés pour parler de la crise, semblaient partagés. Est-ce qu'on peut se priver d'un tel homme? Or, l'atmosphère dans la chambre d'hôtel était tout autre, dit Lucien Bouchard. Je dois dire que même mes deux fils ont participé à la réflexion. La discussion n'a jamais porté sur sa démission ou sur des élections. Tout le monde était calme,
On a simplement tenté de voir si les militants étaient mécontents de la politique linguistique ou des négociations avec les syndicats. Son fils Simon y allant même de quelques conseils. Alors, il est arrivé, puis quand il a vu que tout le monde était bien triste dans la chambre, puis que tout le monde discutait, Audrey, Simon, Alexandre, et lui, Simon, s'est avancé, il a mis la main dans sa poche, il m'a dit, papa, monsieur, tu sais que j'ai 5 $ dans ma banque, je te les donne. Il m'a donné 5 $. Je vais les faire laminer, d'ailleurs, les 5 $. Pendant ce temps, les ministres et députés faisaient les coulisses, laissant entendre aux militants qu'un affront au chef sur la langue serait risqué. En tout cas, c'est pas une stratégie qu'on avait orchestrée, ça je vous le garantis, on s'en serait passé. Lucien Bouchard a voulu taire d'autres rumeurs. Il n'y aura pas de règlement de compte dans le parti et il n'y aura pas d'élection. Mais mon intention ce matin, qui est renouvelée, c'est de ne pas faire de remaniement, de maintenir l'équipe gagnante que nous avons autour de nous et de ne pas faire d'élection. Je pense que nous avons la confiance de la population, nous avons l'appui de la population veut qu'on gouverne et nous allons gouverner. Saute d'humeur ou stratégie, le départ de Lucien Bouchard a certes créé un malaise et un malentendu que le premier ministre a senti le besoin de dissiper. Reste à voir si la version officielle est celle que retiendront les militants. Ici Michel Cormier, à Québec. Dans quelques minutes, au point, une expérience extraordinaire des déficients intellectuels forme une troupe de théâtre pour se faire plaisir. Et le gouvernement devrait-il nommer des anciens felkistes à des postes importants? Il y a des moments vraiment où un homme fait la différence dans une situation critique. C'est le cas de ce pilote des lignes éthiopiennes qui a fait preuve vraiment d'un sang-froid absolument exceptionnel en tentant de faire amérir son Boeing samedi au large des îles Comores dans l'océan Indien. L'opération a échoué, partiellement parce que quand même il a réussi à sauver 48 des 175 passagers. Regardez ça. What's this? What's this? Oh, Khalifi. What is this? Oh, shit. Ce sont là les derniers moments du vol 961. Le Boeing 767 était à court d'essence. Le pilote survole la mer en rase-motte. Il tente des manœuvres d'amérissage, mais l'aile gauche de l'appareil touche la surface de l'eau. L'avion se disloque quelques secondes plus tard. La tragédie s'est produite à moins d'1 kilomètre d'un centre de villégiature. Ces images, d'ailleurs, ont été tournées par un couple sud-africain qui était en voyage de noces. L'avion avait été détourné par 3 pirates de l'air, puis après son départ d'Addis Abeba, en Éthiopie. Ça fait quand même déjà un bout de temps que le Canada fait de bonnes affaires avec la Chine, tout ce blé qu'on lui a vendu pendant des années. Mais c'est là qu'on réalise, qu'on voit combien la Chine s'industrialise et qu'elle a d'autres besoins. Avec cette vente de 2 réacteurs Candu pour une valeur de 4 milliards et des retombées d'1,5 milliard au Canada, et ce ne serait qu'un début. Alors, 2 reportages là-dessus de Michel Morin et de Raymond Saint-Pierre, d'abord. La cérémonie de coupure du ruban disait tout. Au fil des ans, après 3 rencontres, les 2 hommes ont développé une relation très chaleureuse. Ce n'est pas si souvent que l'on voit un premier ministre chinois s'amuser en public avec son vis-à-vis étranger. M. Chrétien a insisté pour faire cette brève étape de quelques heures à Shanghai. Il veut démontrer que les voyages d'équipe Canada en Asie peuvent donner des résultats concrets. Dans ce cas-ci, il s'agit du plus important contrat jamais signé entre le Canada et la Chine. M. Chrétien considère que la vente de 2 réacteurs nucléaires Candu à la Chine, un contrat d'une valeur de 4 milliards de dollars, est un résultat direct de la visite d'Équipe Canada en 1994. Il croit que la qualité de ses rapports avec Li-Pong peut aider à faire vendre encore 2 réacteurs de plus. Li-Pong, c'est l'homme qui a envoyé les troupes chinoises écraser le mouvement de protestation de la place Tiananmen en 1989. Mais le premier ministre Chrétien voit aussi dans Li-Pong l'ingénieur, l'expert en questions énergétiques, qui vient tout juste d'acheter 2 réacteurs Candu, des réacteurs nucléaires du Canada. Ce qui m'impressionnait le plus, c'est que j'avais comme vis-à-vis un premier ministre qui est un ingénieur dans le domaine. Et j'étais un peu nerveux qu'il soit plus connaissant que moi en la matière. Le commerce entre les 2 pays a atteint les 8,5 milliards de dollars l'an dernier, mais les 2 leaders veulent faire bien mieux d'ici l'an 2000. Ils veulent atteindre les 20 milliards de dollars d'échanges commerciaux. Le problème des droits de la personne a été soulevé en privé par M. Chrétien, mais ce ne semble pas être un obstacle à la bonne entente qui règne entre les 2 hommes. Après une visite en coup de vent d'à peine 6 heures, M. Chrétien s'envolait pour Tokyo, pour une visite officielle de 3 jours au Japon.
Raymond Saint-Pierre, à Shanghai. Cette entreprise de Saint-Laurent, au nord de Montréal, fait partie de cette centaine d'industries qui exécuteront pour 1,5 milliard de dollars de contrats pour la construction de 2 réacteurs Candu au sud de Shanghai. On parle de 27 000 hommes années de travail, dont le tiers au Québec. Un contrat déjà acquis pour les travailleurs. Normalement, nous avons beaucoup de travail, mais avec ce contrat-là, nous allons avoir plus. Leader mondial dans les systèmes de robinetterie, avec plus de 200 centrales nucléaires à son actif, la direction est confiante. Nous avons eu des contrats sur chaque Candu, alors je suis confident qu'on va recevoir le contrat, mais c'est pas 100% sûr. Accompagné de Tom Dillon et d'une brochette de représentants de l'industrie, le ministre fédéral envisage maintenant d'autres contrats semblables en Chine, en Turquie et en Corée. Cette vente d'un réacteur canadien constitue une réussite considérable pour le secteur nucléaire de notre pays. La part du Québec sera du tiers pour les emplois, mais seulement du 5e pour la valeur des contrats. La vente de 2 réacteurs Candu à la Chine représente environ 275 millions de dollars de retombées et des emplois équivalents à quelques 8000 années personnes pour les entreprises québécoises. Après la Corée, où Velan produit déjà des clapets de protection pour les centrales nucléaires Candu, c'est donc maintenant le marché chinois. Un marché où les industriels canadiens vont maintenant pouvoir rivaliser avec les industriels français pour la construction de centrales nucléaires chinoises. Un marché en pleine expansion et beaucoup plus prometteur qu'en Occident. Ici Michel Morin, à Montréal. Quand on dit que la communauté internationale tergiverse sur la création d'une force de secours au Zaïre, ça commence à avoir des conséquences. Amnesty International révèle qu'au moins 300 Hutus ont été massacrés la semaine dernière par des rebelles Tutsis dans un camp de réfugiés au Zaïre, le camp de Chimanga dans le sud Kivu, et le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés fait enquête. Il y a à peu près 8 jours, un groupe armé à dominante Tutsi a rassemblé les hommes, les femmes et les enfants. Ensuite, il a ouvert le feu sur eux. Cette femme, blessée aux jambes, a tout vu. Elle raconte que des Tutsis les ont rassemblés sous prétexte de les rapatrier au Rwanda. Ceux qui se sont présentés, on a commencé à tirer. Et la plupart de ceux qui étaient là, on a jeté une bombe. Ils sont tous morts. Et ceux qui ont fui, par exemple elle, c'est comme ça que nous avons eu des balles. Des témoins rapportent que les corps des victimes ont été enterrés dans des fosses communes. Quant au camp, il porte encore les traces de la tuerie. Maintenant, le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés a retracé 40 000 réfugiés du Sud Kivu, dont on était sans nouvelles depuis des semaines. Ils se trouvent à Minova, un village à 35 km de Goma, dans l'est du Zaïre. C'est le plus important groupe retrouvé depuis 10 jours. Le Haut Commissariat évalue à 700 000 le nombre de réfugiés qui errent sur les routes dans l'est du Zaïre, une région sous contrôle Tutsi qu'il ne peut atteindre. Ce n'est pas la première fois que c'est dit, mais cette fois-ci, le message vient de haut, de Denis Desautels, le vérificateur général du Canada, qui conclut dans son dernier rapport que le système de libération conditionnelle, de la façon dont il fonctionne, constitue une menace pour la sécurité des gens. Conclusion inquiétante pour le moins, nous explique Daniel Lheureux. Regarde le père d'Isabelle. À chaque fois qu'on voit un criminel en libération conditionnelle commettre un meurtre comme celui de Marcel Blanchette, qui a avoué avoir tué la jeune Isabelle Bolduc, on se demande bien à quoi pensent ceux qui décident des libérations conditionnelles. Le jugement que nous portons sur le service correctionnel et le programme de réinsertion des détenus, en fait, est un jugement plutôt sévère. Le service correctionnel s'acquitte tellement mal de la réinsertion sociale des détenus, dit le vérificateur général, que la sécurité du public en est menacée. Ce qui se passe, c'est que les autorités pénitentiaires n'arrivent pas à obtenir de la police des tribunaux l'information qui leur permettrait de prendre une meilleure décision avant de libérer quelqu'un. Elles doivent souvent s'en remettre au témoignage du détenu. Sur 60 cas de crimes violents commis par des détenus remis en liberté, il y en avait 12 où les documents manquaient. Plus troublant encore, les gardiens de prison dont le salaire a été majoré pour qu'ils signalent tout changement dans le comportement des détenus
gardent souvent pour eux ces informations pertinentes. Le vérificateur général s'intéresse aussi au programme d'infrastructure, celui dont Jean Chrétien était si fier de dire qu'il avait permis de créer 100 000 emplois. That program has created over 100,000 jobs. Ce que le vérificateur a découvert, c'est que 35% de ces programmes d'infrastructure auraient été réalisés de toute façon, ce qui atténue d'autant les prétentions du gouvernement en matière de création d'emplois. On peut conclure que l'estimé de 101 000 nouveaux emplois créés par le gouvernement n'est pas tout à fait exact. Sans compter que le programme n'a pas servi qu'à construire des routes, des ponts et des égouts. L'argent des gouvernements s'est aussi retrouvé dans les infrastructures des stations de ski et même des clubs de golf. Mais la perle du rapport du vérificateur général revient à la Gendarmerie royale qui, pour fêter les 125 ans du Canada en 1992, avait commandé des habits et des chapeaux neufs. Sauf que l'ordinateur a répété la commande de chapeaux les années suivantes, ce qui fait que notre police montée se retrouve maintenant avec un surplus de 4000 chapeaux. Daniel Lheureux, à Ottawa. Un budget sans grande surprise que vient de déposer la Ville de Montréal. Les propriétaires résidentiels vont avoir droit à une baisse symbolique de leur compte de taxes, 0,1%, c'est-à-dire 5 $ pour une maison unifamiliale de 96 000 $. Pour les propriétaires d'immeubles commerciaux, la baisse est un peu plus substantielle, 2,5%, mais ils devront continuer à payer une surtaxe. Le maire Bourque, qui avait pourtant promis d'abolir cette surtaxe-là, dit qu'il ne peut pas le faire tant qu'il n'aura pas négocié un pacte fiscal avec Québec. La Ville va aussi couper 47 millions dans les services, mais le maire Bourque promet que ça n'affectera pas les Montréalais. Québec vient de concrétiser un des consensus du sommet sur l'économie et l'emploi, c'est-à-dire la création d'un fonds de lutte contre la pauvreté. Le ministre Landry a expliqué que les entreprises et les particuliers vont financer ce fonds-là à part égale, c'est-à-dire 250 millions sur 3 ans. Les particuliers vont verser au gouvernement l'équivalent d'1 heure de travail par année. Québec mise dorénavant sur l'efficacité énergétique. Le ministre Chevrette va créer une agence pour faire la promotion de l'économie d'énergie, en plus d'une régie pour surveiller les tarifs d'électricité et du gaz, de même que les prix de l'essence. Fini les grands barrages. M. Chevrette va encourager le développement de nouvelles sources d'énergie, comme par exemple l'énergie éolienne, et confier aux régions la gestion de petites centrales hydroélectriques. La Banque de Montréal vient de franchir le seuil du milliard de profit, plus exactement 1,168 milliard, c'est-à-dire 182 millions de plus que l'an passé. Un profit record pour une 7e année d'affilée. La Banque de Montréal est la première à présenter ses résultats financiers. Les autres banques vont suivre au cours des prochains jours et on s'attend à ce que leurs profits combinés atteignent les 6 milliards. Du jamais vu. Aujourd'hui, ce sont les patrons de cet ex-felkiste, Richard Desrosiers, qui sont venus à sa défense, le ministre Serge Ménard en particulier, sur la nécessité de reconnaître le droit à la réhabilitation. Mais ça n'a pas empêché un débat très vif là-dessus à l'Assemblée nationale avec les libéraux qui ont soulevé l'affaire. Alors, quelques précisions de Dominique Poirier. Le premier ministre Bouchard dit qu'il ignorait le passé felkiste de Gaétan Desrosiers. Desrosiers, le 5 mai 1966, a placé une bombe dans cette manufacture de chaussures de la rue Rachel. Une femme a été tuée, 6 employés ont été blessés. Mais parce que plus de 30 ans ont passé, parce que Desrosiers était mineur et qu'il a joué depuis un rôle important dans le développement de Montréal, Lucien Bouchard, s'il avait su, aurait sérieusement songé à passer l'éponge. Et je suis convaincu que, sans conclure tout de suite ce que j'aurais fait, M. le Président, je vous ferai donner un temps de réflexion, je suis convaincu que nous aurions considéré l'aspect réhabilitation et le droit d'un jeune de refaire sa vie. L'opposition libérale s'est demandé pourquoi le premier ministre n'avait pas été aussi tendre avec le lieutenant-gouverneur Jean-Louis Roux. Comment il explique ce 2 poids, 2 mesures? Quand il s'agit d'une fonction qui est celle de représenter l'État, de symboliser en sa personne l'État du Québec, il y a une distinction à établir. Le ministre Serge Ménard ne connaissait pas non plus l'histoire de Desrosiers, mais il affirme que son sous-ministre adjoint lui est essentiel et que son passé n'aurait rien changé à sa nomination. Ma tendance est que devant quelqu'un qui est réhabilité, nous devons respecter l'esprit de la loi des pays civilisés à laquelle je souscris
entièrement. Et je suis à peu près certain, quant à moi, que ma décision aurait été la même. Il semble du reste que la grande majorité des ex-felkistes ont emprunté la voie de la réhabilitation, comme l'a constaté le journaliste Marc Laurando qui a écrit sur le FLQ. Ces gens-là, il s'est avéré que ça n'est que dans de très rares cas qu'il y a eu récidive. On calcule qu'environ le tiers des quelques 300 ex-felkistes travaillent aujourd'hui pour la fonction publique ou dans le monde des affaires. Et comme les démons du passé semblent devenir une arme politique, il ne serait pas étonnant qu'ils viennent hanter d'autres personnalités. Dominique Poirier, à Montréal. Radio-Canada et le canal parlementaire vont aller jusqu'en Cour suprême pour pouvoir télédiffuser en janvier le procès de Brian Mulroney contre le gouvernement fédéral. On sait que la Cour d'appel du Québec refuse d'entendre le requête parce que juge tel, M. Mulroney, a droit à un procès rapide. On sait qu'il y a une poursuite de 50 millions contre Ottawa pour cette histoire où M. Mulroney aurait dit Ottawa mesdames une affaire de pot de vin pour l'achat d'Airbus. On a vu hier l'expertise qu'ont développé les artisans québécois dans la restauration des grandes œuvres de l'art religieux. Aujourd'hui, Paul Toutan nous présente le plus important projet de restauration de l'année en cours, celui de la chapelle de l'archevêché de Sherbrooke, qui était entièrement décorée par Ozias Leduc à partir de 1922, qui avait été aidé par un jeune artiste de 16 ans, Paul-Émile Bordua. Ozias Leduc, peintre majeur du Québec, a mis 11 ans à compléter les travaux de décoration de la petite chapelle privée de l'archevêque de Sherbrooke. Aidé du jeune Bordua, à qui on doit les feuillages verts des colonnades, Leduc a peint 4 tableaux grand format illustrant l'histoire du salut. L'équipe de Patrick Legris s'affaire à terminer le nettoyage de l'œuvre, salie au fil des années par la fumée des lampions. Avec de l'eau distillée et des solvants très doux, les restaurateurs redonnent aux peintures leur couleur d'antan, des tons surprenants par leur modernité. Les teintes de Leduc sont toujours un peu tamisées. Je me demande s'il ne voulait pas réagir contre une peinture de son époque qui était davantage des teintes que l'on appellerait de façon péjorative des teintes bonbons. Ici, il y a vraiment des teintes que l'on pourrait qualifier de viriles. C'est des teintes qui marquent, qui ont de la profondeur. Bon, là, les artisans de la restauration ont mis à jour ce qui, jusqu'à présent, reste une énigme de l'histoire de l'art. On a découvert que le duc a peint une deuxième série de toiles pour masquer ses premiers travaux tout le tour de la chapelle. La préoccupation est manifeste d'avoir fait le découpage de manière à ce que ça soit le moins visible possible. Il n'existe aucune documentation pour expliquer ce geste. Quoi qu'il en soit, les tableaux de Leduc ont pris un coup de jeune spectaculaire. Nos collègues de Second Regard avaient tourné ces chefs-d'œuvre avant la restauration. Voyez vous-même la différence. Paul Toutan, à Sherbrooke. Dans l'actualité aujourd'hui, cette rupture des négociations entre les syndicats du secteur public et le gouvernement Bouchard, est-ce que ça ressemble à ce qui est arrivé en 82? Il y a aussi ce contrat record de 4 milliards avec la Chine pour la vente de 2 réacteurs Candu. Et au point, un reportage sur une expérience extraordinaire des handicapés intellectuels qui font du théâtre. C'est à notre téléjournal. Bonsoir, merci, à demain.